Il y a des lieux comme ça qui vous rappellent un souvenir d'enfance, qui vous font sentir privilégié, qui vous transportent. D'autres sont entrés dans l'histoire. Ils résonnent dans l'inconscient collectif. Enfin, il y a ceux qui cumulent tout ça. Ils sont rares, tel un mythe, un lieu unique, un nom qui traverse les siècles. Et aujourd'hui, direction New York, dans the world's most famous arena, le Madison Square Garden. « 1871. Au coin de la 26e Est et de la Madison Avenue, la compagnie New York and Harlem Railroad du Commodore Vanderbilt laisse à l'abandon ce petit dépôt de passagers pour migrer leur activité dans le Midtown Manhattan, dans ce qui deviendra plus tard le Grand Central Terminal. C'est seulement en 1874 que le showman Phineas Taylor Barnum, fondateur du cirque Barnum and Bailey, loue le site pour en faire une arène ouverte nommée le Grand Hippodrome romain. 2 ans plus tard, l'arène est louée au compositeur et chef d'orchestre Patrick Sarsfield Gilmore et est renommée Gilmore's Garden. Les événements s'y diversifient entre concours de beauté, concerts, matchs de boxe illégaux à l'époque et présentés en tant que conférences illustrées. V'là la gueule de l'illustration. L'arène sera aussi l'une des premières à accueillir une patinoire intérieure de tous les États-Unis. L'histoire est en marche. Le 31 mai 1879, le petit-fils du Commodore, William Vanderbilt, reprend le contrôle des lieux et le renomme Madison Square Garden. S'ensuit alors une période de 10 ans où se succèdent de nombreux événements comme des compétitions d'athlétisme, le National Horse Show ou encore l'exposition de Jumbo, l'éléphant géant. Mais le sport en vogue à cette époque est le cyclisme sur piste. Le Garden se métamorphosera alors en vélodrome, attirant les foules et devenant la piste cycliste la plus importante des États-Unis. Le Madison donnera même son nom à l'épreuve de Madison Tire. Perso, je n'ai jamais vraiment compris les règles, les gars tournent, se tiennent par la main et se balancent vers l'avant. On sait même pas où est le premier, enfin bref, un beau bordel. Cette première ère du Madison Square Garden s'achève en 1889 pour repartir sur de nouvelles fondations construites au même endroit en 1890 par l'architecte Stanford White. Le créateur sera d'ailleurs assassiné sur le toit du Garden par le millionnaire Harry Kendall Thaw, car ayant eu une aventure avec sa femme Evelyn Nesbit, célèbre mannequin et actrice de l'époque. Comme quoi, les histoires de cul... Non, en fait, j'ai pas de chute à cette phrase. Toujours est-il que le Madison se fait peau neuve, on abandonne l'allure d'arène et on se dirige vers un bâtiment rectangulaire, avec des jardins sur le toit qui s'inspirent directement du Taj Mahal, et une tour de 106 mètres de haut s'inspirant du clocher de la cathédrale de Séville. De nouveaux événements y sont organisés comme l'opéra, la Convention nationale démocratique ou des comédies romantiques. Néanmoins, le Garden conserve son ADN initial en continuant d'accueillir le cirque Barnum, des représentations d'orchestre, l'exposition canine et des matchs de boxe. On en profite aussi pour innover et accueillir les World Series of Football en 1902, qui sont alors les premiers matchs de foot américains en intérieur. La troisième ère du Madison s'ouvre le 15 décembre 1925 sur un tout nouveau site en plein Manhattan. L'aspect cubique de cette troisième version du Garden peut accueillir jusqu'à 18 500 personnes pour les matchs de boxe, ce qui n'empêchera pas les organisateurs à pousser les murs pour le combat entre Zivich et Armstrong en 1941 et d'accueillir plus de 23 000 personnes dans une ambiance électrique. Les clubs de hockey des Americans et des Rangers de New York y établissent leur quartier. Les redoutables Rangers y remporteront 3 coupes Stanley avant de connaître une malédiction pendant 54 ans. Un autre club de légende rentre dans son jardin par la grande porte en 1946. Il s'agit des New York
Knicks. Même s'il faudra attendre encore un peu pour gagner des trophées, il décroche 3 fois de suite le titre de champion de la conférence Est entre 1951 et 1953. Le Madison a également été le théâtre de matchs de lutte marquants entre Bruno Sammartino et Buddy Rogers en 1963. Mais la lutte a quasiment été interdite suite à une émeute entre des fans de Carpentier et Roca en 1957. Des émeutes pour un match de lutte quoi. Une autre époque. Les exploits sportifs ne sont pas les seuls facteurs de la réputation du Madison, car il était également un haut lieu d'événements. 22 000 personnes pour le dernier discours de campagne présidentielle de Franklin Roosevelt en 1936. 15 mars 1937, le Garden accueille un immense rassemblement de boycott de l'Allemagne nazie. 2 ans plus tard, 20 000 personnes s'y rendent, cette fois-ci pour un meeting pro-nazi. 1962. Bien loin des troubles de la Seconde Guerre mondiale, une actrice mythique défraiera la chronique. Des images qui feront le tour du monde. Marilyn Monroe souhaitant un joyeux anniversaire au président John Kennedy. Un message plus que sulfureux qui aura l'effet d'une bombe dans tout le pays. Happy birthday, Mr. President. 8 mars 1971, New York, Madison Square Garden, le combat du siècle, lourd de symboles. D'un côté, Mohamed Ali, déchu de son titre de champion du monde et de sa licence de boxe, car ayant dénoncé la guerre au Vietnam. Il dira « Je n'ai rien contre le Vietnam. Aucun Vietnamien ne m'a jamais traité de sale nègre. » De l'autre côté, Joe Frazier, champion du monde WBA et WBC en titre. Une véritable machine à gagner. 26 victoires, dont 23 par KO et 0 défaite. Le combat est rude et voit Frazier s'imposer par décision des juges, infligeant sa première défaite au Greatest Mohamed Ali. La revanche d'Ali, 3 ans plus tard, toujours au Garden, est une étape de plus avant de regagner son titre en 1974 face à George Foreman dans un autre combat mythique surnommé The Rumble in the Jungle. Comment ne pas parler de NBA lorsqu'on évoque le Garden ? Je pourrais vous parler des 55 points en un match de Michael Jordan ou des 61 points du regretté Kobe Bryant. Mais je voulais attribuer la place d'honneur à un joueur entré dans l'histoire des Knicks et du Madison. Willis Reed, 5 mai 1970. 7e et dernier match de finale NBA. Les Knicks affrontent les Lakers de Los Angeles dans un ultime match qui sent la poudre. Reed, le maestro des Knicks, a été blessé sérieusement à la cuisse lors du 5e match, laissant son équipe couler lors du Game 6, 135 à 113. Les supporters new-yorkais déplorent l'absence de leur joueur star dans ce match crucial. Les deux équipes s'échauffent. Aucun signe de Reed du côté des Knicks. Soudain surgit une ombre des vestiaires. Willis Reed rentre dans l'arène. Les Lakers arrêtent de s'échauffer. Abasourdis. Le Madison exulte. Willis Reed, gavé d'antidouleurs, fera tout le match en boitant. Mais sa simple présence déboussolera les Lakers et donnera des ailes à ses coéquipiers. Les Knicks remportent leur premier titre NBA grâce notamment au courage et à l'abnégation de Willis Reed, désormais au panthéon du Madison Square Garden. Mais le Garden ne se résume pas qu'à des exploits sportifs, c'est aussi des concerts mythiques, comme la dernière apparition sur scène de John Lennon aux côtés d'Elton John en 1974. Frank Sinatra, Paul McCartney, Elvis Presley, Led Zeppelin, Bruce Springsteen et tant d'autres ont contribué à forger la légende musicale du Madison Square Garden. Voilà ce qui fait de cette salle un endroit mythique. L'arène moderne où tout sportif rêve d'évoluer. Un monument où tout chanteur rêve d'être acclamé. Et peut-être l'endroit que vous voulez maintenant visiter.